Bonjour et merci aux 132 participants qui nous rejoignent pour ce premier webinaire d'une série consacrée à la sécurité des accès. Donc, je suis Romaric et je représente Silverfort en France. Rapidement, concernant Silverfort, on est un petit éditeur dans le monde de l'IAM, élu en 2022 par Microsoft comme un champion sur la mise en place du Zero Trust pour les identités. Pour rappel, on organise 2 autres webinaires mi- et fin septembre. Vous recevrez prochainement les liens pour vous inscrire. Donc, passons maintenant au vif du sujet. Donc, comme vous le savez, il est essentiel de mettre en place l'authentification multifacteur ou MFA. Le MFA, c'est quelque chose qui est largement démocratisé. Vous avez du MFA sur smartphone, il y a un protocole ou un standard FIDO2 qui existe et qui vise aussi à élargir son usage. Malgré tout, l'enjeu n'est plus réellement de disposer d'une solution MFA, mais de s'assurer qu'elle couvre l'ensemble de vos accès et pas uniquement l'aspect périmétrique. Donc, dans ce premier webinaire, on va vous parler comment étendre votre solution MFA à de nouveaux systèmes et applications afin d'assurer votre conformité. Donc, pour vous présenter le sujet du jour, je vais passer la main à Jérôme, qui est responsable des partenariats en Europe chez Silverfort, et à Pierre-Yves, qui est CTO chez Inition, notre distributeur en France et au Benelux. Jérôme, Pierre-Yves, je vous passe la main. Merci Romaric, c'est bon, tout le monde m'entend? Oui. Parfait. Donc merci Romaric pour l'introduction et pour la transition et la présentation. Très rapidement, Ignition Technology est le partenaire de Silverfort exclusif en France. Nous sommes un distributeur à valeur ajoutée sur le marché français pour des solutions de cybersécurité avec un positionnement un peu disruptif, puisqu'on est là principalement pour accompagner de nouveaux éditeurs à se développer sur le marché français, en les accompagnant aussi bien auprès des clients finaux qu'auprès de partenaires techniquement et commercialement. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je souhaite juste refaire un petit rappel, entre guillemets, sur le statut du MFA aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui on souhaiterait étendre son MFA. Alors, plusieurs raisons par rapport à cela. Une des premières raisons, c'est par rapport à des problématiques de conformité liées à la cyberassurance. On sait aujourd'hui que c'est un sujet qui est de plus en plus présent chez les clients. De plus en plus de clients souhaitent avoir une cyberassurance et les cyberassureurs souhaitent avoir aussi des garanties que la cybersécurité est bien prise en compte chez le client. Finalement, le fait d'augmenter son niveau de sécurité au niveau de l'authentification, c'est déjà une première barrière, un premier niveau de sécurité qui va faciliter on va dire l'adhésion du cyberassureur et la prise en compte de cette cyberassurance. D'autres problématiques de conformité qui sont liées principalement à des réglementations externes via des normes comme PCI DSS, la LPM, NIS, etc., qui demandent, insistent, recommandent très fortement, selon les termes et l'interprétation de ces différentes normes, la mise en place du MFA sur toute ou partie du système d'information, mais aussi des réglementations internes, des exigences internes qui peuvent venir d'équipes d'audit, par exemple, qui souhaitent, pour des problématiques de sécurité, on va le voir un peu plus tard aussi, étendre ce MFA. J'ai souvenir d'un client dans le domaine financier avec lequel on avait travaillé il y a déjà quelques années, qui a dû étendre finalement l'utilisation de l'authentification renforcée. À l'époque, on parlait de one-time password, de mot de passe à usage unique, pour tous les accès de ces administrateurs sur des serveurs, sur des équipements réseau, etc. Sauf qu'à l'époque, c'était il y a déjà quelques années, il avait fallu passer sur l'ensemble des serveurs. Le projet était assez complexe, aussi bien d'expérience utilisateur que techniquement, et on va le voir dans la suite de la présentation, comment justement Silverfort aide sur tous ces aspects-là. L'autre, je retire le message de Romaric.
L'autre point qui fait qu'on veut étendre le MFA, c'est bon, pour des raisons de sécurité. Raisons de sécurité, tout d'abord, pour se protéger éventuellement de la propagation de certains malwares ou de ransomware. On a vu encore il y a quelques temps la problématique qu'il pouvait y avoir à ce niveau-là. Je veux juste vous rappeler que quand un malware se déploie sur une machine quelconque, le principal but du malware, derrière, c'est de se propager sur d'autres types d'équipements. Si jamais l'accès à ces équipements est contrôlé ou sécurisé via l'authentification multifacteur, automatiquement, ça deviendra plus compliqué pour le malware de réussir à s'installer et à se déployer. Le corollaire à l'extension aussi de cette extension sur un système d'information, c'est qu'on va automatiquement améliorer la sécurité de l'Active Directory. On va l'améliorer parce que finalement, l'utilisation des comptes de cet AD seront toujours protégés par un autre mécanisme. Et encore une fois, on regardera comment ça fonctionne tout à l'heure. Et le dernier point de ce début d'introduction, c'est un peu plus technique, mais on parle beaucoup de Zero Trust à toutes les sauces et tout le monde donne sa part du marché. Mais la base du Zero Trust, finalement, c'est être capable de savoir qui fait quoi, quand, depuis où, etc. Et si on veut pouvoir apporter à minima ce minimum de visibilité sur le qui fait quoi, ça passe par l'authentification. Et quoi de mieux, finalement, que de centraliser l'ensemble des authentifications via une solution unique qui pourrait être le MFA, pour avoir cette visibilité-là et contrôler ces différents accès et mettre justement le pied dans cette démarche de Zero Trust. Alors, si on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on en est d'un point de vue couverture MFA, j'aurais tendance à dire de manière totalement honnête, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation du MFA s'est quand même beaucoup démocratisée ces derniers temps, principalement lié à l'émergence du cloud, l'émergence des applications SaaS, d'Office 365, pour lequel finalement il était beaucoup plus simple de déployer à grande échelle l'utilisation du multifactor authentication. L'adhésion utilisateur a aussi été beaucoup plus simple à être appréhendée, avec notamment l'utilisation de ce qui est push token par exemple, qui rend les choses assez simples. Avant cette émergence du cloud, on avait déjà l'authentification multifacteur qui était déjà utilisée pour des applications un peu plus on-prem, principalement périphériques, je pense à des accès VPN par exemple, ou des accès à certaines applications type Citrix, pour lesquelles les clients avaient déjà déployé du MFA. Le fait est que même si on voit qu'il y a certaines applications qui sont compatibles avec des protocoles ou avec des solutions de multifactor authentication, on voit que ce n'est pas souvent déployé. Je prends l'exemple de VMware ESX, on a la possibilité nativement de mettre du MFA, et pour le coup, ce n'est pas forcément mis en place. On voit aussi que pour certaines autres applications, on a on a aussi pour certaines autres applications la possibilité de mettre du MFA pour les utilisateurs, mais la 100% de compatibilité de couverture de ces applications-là, ça ne fonctionne pas. Je pense par exemple à du SAP. On peut mettre du SAP pour les users, mais pour certaines parties d'administrateurs, il n'est pas possible d'avoir de l'authentification multifacteur. Donc tout ça nous amène aujourd'hui à repenser finalement l'utilisation du MFA au sein des entreprises pour pouvoir couvrir des applications propriétaires, pour pouvoir couvrir des solutions qui ne sont pas ou des applications qui ne sont pas faites aujourd'hui, des serveurs de fichiers par exemple, de l'utilisation de PowerShell, du RDP, etc., etc., qui est pourtant impératif de couvrir au travers du MFA, puisque aujourd'hui, c'est le point finalement qui est critique pour les entreprises. Un hacker qui essaye de récupérer de l'information, même s'il passe par du cloud, même s'il passe par différentes applications, son objectif, ça va être des données sensibles, des données personnelles, qui, dans la majorité des cas, sont souvent stockées sur des serveurs de fichiers en interne. Et finalement, une fois qu'il est rentré dans le système d'information on-premise, il n'y a quasiment plus rien qui l'arrête, puisque l'authentification va suivre un process traditionnel que Jérôme va vous décrire dans quelques instants. Et du coup, c'est là qu'on trouve ce qu'on appelle les joyaux de la couronne, et c'est là que, pour le coup, il faudrait augmenter son niveau de sécurité. Alors, la vraie question derrière ça, c'est comment est-ce que je peux apporter le MFA sur l'ensemble de mon système d'information? Alors, on a plusieurs approches. On en a pris une classique qu'on va vous présenter, qui rejoint celle que je vous avais décrite très, très rapidement sur le projet il y a quelques années que j'avais pu faire. Et puis, Jérôme reviendra plus en détail, du coup, sur l'approche Silverfort. La première approche, c'est de se dire sur les équipements qui sont pas
qui ne supportent pas nativement l'utilisation de MFA, c'est de déployer des agents. Pour d'autres, éventuellement, c'est de déployer des proxys qui va permettre de contrôler les différents accès à ces machines de manière forte. Alors, ça pourrait être pas mal. Moi, je vois quand même deux problématiques par rapport à ça. Déjà, la problématique de compatibilité de déploiement et de couverture de 100% des équipements, avec le déploiement d'agents, par exemple, qui peut poser des problèmes pour la majorité des clients. Ça va devenir complexe à faire. Problématique de compatibilité aussi protocolaire. Est-ce que l'agent sur un système d'exploitation qui a quelques années va bien supporter les nouveaux systèmes d'authentification renforcés? La question se pose. Et puis, j'aurais tendance à dire aussi, quid des systèmes qui sont très critiques, quid des systèmes industriels, par exemple, qui sont très vieux, comment est-ce que je peux les adresser? Bref, on s'aperçoit que c'est faisable, certes, mais ça devient quand même très complexe de pouvoir déployer à 100% et en étant sûr que 100% de mon système d'information soit bien couvert, du MFA. Donc, plutôt que de déployer des agents un peu partout, on pourrait se demander, est-ce qu'il n'existerait pas une solution qui permettrait de passer par un point unique et d'à partir de ce point unique, de pouvoir généraliser l'utilisation du MFA à l'ensemble de son système d'information. Si on fait un constat, aujourd'hui, on voit que chez la majorité de nos clients et des entreprises, l'équipement qui centralise 90-95% des authentifications, c'est le contrôleur de domaine, l'Active Directory. Et on va voir que Silverfort a une approche qui permet justement de s'appuyer sur l'Active Directory et ainsi généraliser le MFA partout. Je vais laisser du coup la parole à Jérôme pour vous décrire cette approche. Merci Pierre-Yves. Je vais reprendre le contrôle. Voilà. Donc, approche Silverfort, radicalement différente de l'approche traditionnelle. En quelques mots, nous avons d'un côté les utilisateurs, d'un autre côté les services et les ressources, on-premise, dans le cloud où on les veut. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'un utilisateur essaye de se connecter à un service, par exemple le file share comme Pierre-Yves vient de le décrire, ou à une base de données MS SQL ou à un printer, à chaque fois que cette requête est faite, il y a aussi une requête d'authentification qui va se faire vis-à-vis de l'IDP, donc de l'Active Directory, Ping, Okta, Radius, ce qu'on a dans le système. Et donc, cette requête d'authentification n'est pas uniquement faite au début de la session de l'utilisateur, quand il se logue sur son laptop, sur son PC, mais vraiment à chaque fois que je clique, par exemple, sur le lien qui me mène sur mon file share. Donc, ça, c'est important à savoir, puisque Silverfort se positionne exactement là. On a un service qui va tourner sur l'Active Directory, sur les domaines contrôleurs, par exemple, ou Azure AD via l'API, et on va tout simplement intercepter cette requête d'authentification et appliquer la politique Silverfort. Et cette politique Silverfort va pouvoir dire, voilà, une requête, une tentative d'authentification, par exemple de Jérôme via son file share, va être acceptée sans MFA, ou bien rejetée complètement, ou bien on va pouvoir mener cette requête d'authentification via un MFA qui est déjà en place. Donc, soit Microsoft, Okta, RSA, Duo, etc. Ou bien, s'il n'y a pas encore d'MFA en place, bien sûr que Silverfort a une solution MFA aussi, que je vais vous montrer d'ailleurs. Donc, le principe est très, très simple. Il y a juste un service qui tourne là où toutes les requêtes d'authentification sont faites, qui va intercepter et qui va après appliquer la policy Silverfort qui va résulter dans un MFA ou bien accepter ou rejeter l'authentification. Pourquoi est-ce important d'avoir une approche différente, d'être présent sur le domaine contrôleur, là où vraiment les authentifications se rassemblent? La première chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'agent de proxy, comme Pierre-Yves vient de le décrire tout à l'heure. Déployer un agent à un proxy est toujours très difficile, ça prend du temps, c'est pas compatible avec toutes les applications. Et puisque nous sommes indépendants des applications et on n'a pas d'agent et de proxy, on a un avantage très clair, on voit toutes les authentifications là où ça se passe vraiment sur le domaine contrôleur. Deuxième chose, c'est que
l'expérience pour l'utilisateur final reste à changer. L'utilisateur final va tout simplement utiliser son Microsoft Authenticator qu'il utilise déjà aujourd'hui pour son Office 365. Ben maintenant, il va aussi l'utiliser pour ses applications on-prem, par exemple pour son file server ou pour accéder à sa base de données ou même pour démarrer une ligne de commande et accéder à une machine en remote. La visibilité, bien sûr, est un élément très important aussi, puisque on voit toutes les tentatives d'authentification. Nous avons un engine AI qui va en temps réel déterminer un risk scoring sur toutes les tentatives d'authentification et on va pouvoir créer en temps réel des analyses et créer aussi des rapports et les générer en temps réel pour les envoyer faire le SOC via les protocoles standards. Donc, on est compatible avec un CIEM aussi. Durée d'implémentation, moins de 3 semaines. En fait, le service même ou l'infrastructure Silverfort est installé en quelques heures. Après, il s'agit de déterminer les règles, de définir la policy Silverfort. Mais le déploiement technique se fait en quelques heures. Et puis, on est live après quelques jours déjà. Donc, je viens de parler un petit peu du risk scoring que la solution fait aussi. Et à base de ce risk scoring, ce sont des indicateurs de risque. Aujourd'hui, on supporte une quarantaine d'indicateurs de risque. Et puis, on peut utiliser ces indicateurs de risque pour créer des règles. Pour vous donner un exemple, on va pouvoir dire que si Jérôme se logue sur le file server, en général, il n'a pas besoin de faire son MFA. Mais puisque la nuit passée, il y a eu une attaque brute force sur le compte de Jérôme, le lendemain, il va devoir faire un MFA basé sur le risque qui est plus élevé pour son compte d'utilisateur. Et last but not least, nous supportons chaque application qui se logue ou qui fait une tentative d'authentification via Active Directory, indépendant de comment elle a été développée, quel type d'authentification qu'elle supporte. Donc, on n'a pas besoin de faire du développement, de modification des applications existantes ou les comptes, etc. Donc, très, très, très simple à implémenter. Donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est une petite démo en commençant par la vue d'un utilisateur. Donc, ce que vous voyez ici, à droite, c'est mon GSM, donc mon téléphone mobile sur lequel j'ai installé l'authentificateur Microsoft ainsi que l'authentificateur Silverfort. Et à gauche, nous avons un laptop standard ou une machine Windows standard. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est d'ouvrir un file share qui est protégé par Silverfort. Donc, ce qu'on voit, dans ce cas-ci, j'ai un message push de l'authentificateur Silverfort. Et du côté gauche, mon accès est suspendu. Donc, je vais dire oui. Et voilà, j'ai accès à mon file server. Très simple, très rapide. Et pour l'utilisateur, pas de changement dans son comportement. Je vais pouvoir faire la même chose avec une ligne de commande. Par exemple, ici, j'ai une ligne de commande qui me donne accès à une deuxième machine. Donc, vous voyez ici que je suis sur la machine numéro 1. Et avec cette ligne de commande PSExec, j'essaye de me connecter en remote sur la machine numéro 2 en lançant une ligne de commande. Et donc, cette fois-ci, on va utiliser Microsoft Authenticator pour approuver l'accès via MFA avec mon fingerprint. Et voilà. Oups, pardon. J'ai accès à... On va faire comme ça. Voilà. Et j'ai accès à la machine numéro 2. Donc, voilà. Excuse-moi, Jérôme. Sur la deuxième machine. Je me permets de passer un petit message. J'ai vu quelques questions arriver. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Après que Jérôme aura fait sa démo, on abordera quelques questions. Absolument. Il y a un panel Q&A, donc posez vos questions et on aura du temps dans 5 minutes pour répondre. Très bien. Donc, du côté utilisateur, très facile à utiliser. Bien sûr qu'on supporte aussi des tokens Philo2, YubiKey, etc. pour tous les réseaux qui sont complètement air-gapped. La dernière chose que j'aimerais montrer, c'est notre dashboard, donc la vue d'un administrateur Silverfort.
Donc, le dashboard qui va nous montrer tous les utilisateurs qu'il a reconnus, donc les utilisateurs privilégiés, les utilisateurs normaux, et bien sûr aussi tous les services qui sont accédés, et entre les deux, on voit en temps réel les tentatives d'accès. Plus important, puisque on voit toutes ces tentatives, on peut créer des analyses en temps réel. Tout ce que vous voyez ici, bien sûr qu'on peut créer des rapports et exporter des rapports. Donc, ce qui est important, c'est que je ne vois pas uniquement l'état de mon Active Directory et de mon IDP, mais je vois aussi le risk scoring, je vois les utilisateurs qui utilisent encore des vieux mots de passe, les utilisateurs qui ont des mots de passe qui n'expirent jamais, les applications qui utilisent des protocoles comme NTLM avec du weak encryption, etc., etc. Ici en bas, on voit le risk scoring pour les utilisateurs et les ressources. Donc, par exemple, on va utiliser SFAdmin. Donc, je vais pouvoir rentrer dans cet utilisateur et voir pourquoi son risk scoring est critical pour l'instant. Donc, je vois tous les accès, tout est logué. Et je vois aussi les indicateurs de risque, weak encryption, domain admin, etc., etc. Et aussi, je peux regarder les statistiques d'authentification de cet utilisateur. Donc, on voit ici qu'il y a eu quelques pics, donc probablement des brute force, des tentatives de brute force pour ce compte d'utilisateur. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas avoir avec Active Directory nativement. Voilà pour la petite démo du côté admin et du côté utilisateur. Donc, avec ça, j'aimerais ouvrir pour les questions. Romaric, est-ce qu'il y a eu des questions jusqu'à présent? Absolument. Donc, on a plusieurs questions qui arrivent. Jérôme, est-ce que tu peux y accéder? Alors, ah oui, ok. Ok, la première question, en FIDO2, ça se passerait comment? Ça ouvrirait une fenêtre dans le navigateur. Donc, puisque FIDO2, nous sommes dans un environnement qui est air-gapped, donc bien sûr qu'on a, dans ce cas-là, un petit élément sur le client qui va permettre à l'utilisateur de rentrer son numéro YubiKey FIDO2 de son token. Couvrez-vous les applications à authentification locale? La simple réponse est pas nativement, non. Tout simplement parce que nous existons sur le domaine contrôleur, nous existons dans l'Active Directory et nous allons protéger la propagation des authentifications, ce qu'on appelle le lateral movement. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que le lateral movement se passe généralement avec des comptes Active Directory. Maintenant, si on n'a que des comptes locaux et qui ne sont pas protégés via l'Active ou qui ne sont pas utilisés ou des éléments qui ne sont pas protégés par un Active Directory, on peut regarder avoir des workarounds pour des applications qui existent en local. Quelle solution pour la population sans téléphone professionnel? En fait, YubiKey, par exemple, tout ce qui est token, on va le supporter aussi. Si vous avez un diagramme de flux pour les différents use cases RDP, SQL, SSH, ça m'intéresse. Oui, bien sûr. Donc, pour toute tentative d'authentification, ce qu'on voit, c'est la source, la destination et le service. Donc, on peut déjà créer des règles qui se basent sur le service à accéder. Et bien sûr qu'on va pouvoir visualiser quels sont les services à accéder aussi. Et la dernière question, si les utilisateurs n'ont pas de smartphone, je viens de répondre. Où est installée la solution? En fait, la solution peut être installée en local ou dans le cloud, ou les deux. Donc, nous avons un service qui va tourner sur l'Active Directory, sur les domaines contrôleurs. Nous allons avoir, si on a un Azure Active Directory, on va s'interfacer avec l'API Active Directory. Et nous avons une infrastructure VMware ou Hyper-V qui va s'installer soit en local, soit dans le cloud. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Il y a encore une question qui
qui rentre ici, qui est assez intéressante. Que se passe-t-il en cas de coupure avec Internet? Donc, supposons que je suis dans un environnement où j'ai un MFA qui se passe via Microsoft Authenticator, par exemple, où vraiment il me faut un push qui provient de Microsoft via Internet, et que j'ai une coupure d'Internet, on a une possibilité de faire un switch dans le mode fail open. C'est-à-dire que dès qu'il y a une coupure, l'authentification est acceptée sans MFA. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, je passe la parole à Romaric pour clôturer la session. Merci Jérôme, merci Pierre-Yves. Donc, comme on le disait, on organise 2 autres sessions qui auront lieu mardi 13 septembre et fin septembre, le 28 septembre. Je vous enverrai à tous les liens pour vous inscrire. On espère que le webinaire vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. En tout cas, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions spécifiques, des cas d'usage. On serait ravis d'y répondre. Et je tiens à vous remercier à tous pour votre présence. Vous avez été nombreux aujourd'hui. Merci également à ceux qui ont posé des questions très pertinentes. On vous donnera un peu plus de détails à tous individuellement.